Donc, moi, je dirais qu'il y a une forme de stratégie d'évitement. Ils essaient d'éviter de parler de l'histoire. Moi, je pense que ce n'est pas très intelligent. Enfin, bon, je ne le juge pas, mais c'est mon point de vue. Ce n'est pas très intelligent que de faire abstraction de l'histoire de l'Atlantique pour se constituer une identité quand on est congolais ou martiniquais ou guadeloupéen. Parce qu'il y a là une histoire commune qui a été même l'origine des Antilles. Le peuplement des Antilles, dans un premier temps, a été, je dirais, opéré à travers les Amérindiens. Il y a eu la migration des Amérindiens, ce sont les migrants fondateurs. La deuxième migration, ce sont les migrants nus, autrement dit, les migrants transbordés à travers la traversée de l'Atlantique. Ces migrants qui sont venus sans histoire, sans culture, n'est-ce pas, sans référence sociologique. Ils se sont réinventés avec la mémoire du corps. C'est ainsi qu'on a inventé le jazz, le blues, la biguine martiniquaise et la mazurka. Autrement dit, ces musiques transatlantiques sont nées à travers la cale du bâtonnet grillé et dans les plantations. Voilà. Donc, finalement, ces esclaves transbordés aux Antilles et aux Amériques ont développé des civilisations aujourd'hui qui sont opérantes et, je dirais, valables pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de cohérence vraiment poétique et littéraire entre ces deux générations, parce qu'il y a là une opposition vraiment idéologique par rapport à la démarche adoptée, par rapport à l'histoire de l'Atlantique. Du coup, je dirais que Mabankou et Dany Laferrière, ce sont des produits de la mondialisation. Voilà, quelque part des marques de cette nouvelle génération d'écrivains qui cherchent à exister sans forcément tenir compte de la nécessité de l'engagement par rapport à leur réalité. Parce que quand on est un écrivain congolais, on ne peut pas ne pas tenir compte de la réalité hideuse du Congo, de la réalité difficile du Congo. Et cette réalité difficile ne peut pas être comprise sans une référence historique. Les choses sont liées. C'est-à-dire qu'il faut se référer à l'histoire, aux implications de l'histoire de l'esclavage, du colonialisme et aussi des dictatures pour appréhender la réalité présente. Et à partir de là, on peut s'auto-inventer. Mais on ne peut pas s'auto-inventer en disant que bon, l'histoire n'est pas importante et que voilà, on vit le présent immédiat pour se constituer une personnalité. Moi, voilà, ça m'a créé en tout cas de quelque chose de déterminant par rapport. Mais est-ce que cette différence, ces différentes approches suivant les générations, est-ce que c'est pas un peu la résilience qui avance? La résilience qui avance, mais on ne peut pas pratiquer la résilience sans traumatisme. Pour moi, le traumatisme est nécessaire par rapport à l'expérience de la résilience. Et le traumatisme... Il existe toujours, non? Le traumatisme? Oui. Il existe, mais je ne pense pas que cette attitude qui consiste à nier catégoriquement l'histoire favorise le traumatisme ou implique le traumatisme. Oui. Voilà. Donc la démarche de Mabankou et de Laferrière, à mon sens, est une sorte de fuite en avant. Voilà. Juste pour éviter d'être confronté en tant qu'écrivain à une forme de devoir difficile, de cette nécessité à permettre à des peuples de se libérer, d'une certaine façon. Ces approches, depuis Césaire jusqu'à Maurice Condé, ont évolué, bien sûr, parce que Césaire avait une autre approche de l'histoire de l'esclavage. Césaire était l'un des premiers écrivains, sinon le premier écrivain, à avoir travaillé l'Atlantique de l'intérieur. Cahiers d'un retour au pays natal en 1939, aucun écrivain, en tout cas de la littérature transatlantique, n'a su mobiliser l'impossible pour apporter un regard nouveau sur l'Atlantique. Jeune poète de 20 ans, il est allé fouiller dans les profondeurs de l'Atlantique. La négraille au senteur de Nyonfri retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté. Et elle est debout, la négraille, debout dans la cale, debout dans le vent, debout dans les cordages, debout sur le pont, debout sur le soleil, debout et libre. Donc, dès le cahier d'un retour au pays natal, le poète a essayé de puiser dans ses ressources mentales et culturelles pour s'auto-inventer. Pour moi, c'est une démarche militante, poétique, qui a libéré les imaginaires caribéens. Et, en ce sens, Césaire est devenu l'ancêtre fondateur de la littérature antillaise.
Parce qu'avant lui, il n'existait pas de littérature antillaise. Avant lui, la génération de Gilbert Gratian pratiquait ce qu'on appelle des mimétismes, des imitations serviles, qui ne leur permettaient pas de rendre compte de la réalité difficile de la Martinique. Césaire aussi a imité avant d'écrire le cahier d'un retour au pays natal. Il a avoué, il a dit que finalement il s'est rendu compte qu'en imitant Lamartine et Victor Hugo, il est en train de se défausser parce qu'il n'arrive pas à porter la réalité, il n'arrive pas à porter les malheurs et les espérances de la Martinique et des Antilles. C'est ainsi que il a foutu en l'air, j'utilise son expression, foutu en l'air finalement ces règles du classicisme, ces règles de la poésie traditionnelle pour établir ce mariage incroyable entre prose et vers libre dans le cahier d'un retour au pays natal. Voilà. C'est un poème de 65 pages qui crée un choc quand on lit, quand on découvre, voilà, on est choqué par des images poétiques, hein, leur puissance. Donc, pour moi, Césaire a été la première étape. Ensuite, il y a eu Édouard Glissant, ensuite Maryse Condé, Mabankou et Laferrière n'ont pas apporté d'idées nouvelles. C'est pour moi la chose aussi à préciser. Même si les deux écrivains ont décidé de ne pas tenir compte de la mémoire de l'Atlantique, moi j'aurais préféré qu'ils apportent quelque chose, voilà, je dirais, de nouveau par rapport à l'éveil des Antilles. Oui. Ils apportent.